Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à tous au webinaire de mars pour C2 ITSM. Aujourd'hui, on va parler au-delà des attentes, redéfinir la gestion de priorité avec les accords de niveau de service. Donc, on va couvrir vraiment tout ce qui se passe au niveau SLA en bon français. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, c'est la même formule. Donc, on fait l'intro, on va parler un petit peu de théorie. Qu'est-ce que le SLA? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les éléments d'un SLA, donc d'un accord de niveau de service. On va parler de meilleures pratiques. Après ça, on va vous montrer certains SLA en action à l'intérieur des C2, puis on va toucher un petit peu au rapport, comment ça peut se rejoindre ensemble au niveau de C2. À la fin, comme d'habitude, il va y avoir une période de questions. Bien sûr, tout au long du webinaire, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez utiliser la section questions-réponses de l'interface de Teams. Ensuite, comme vous savez, vos caméras, vos micros sont désactivés pour la durée d'aujourd'hui, juste pour être certain que ça se déroule sans encombre, sans dérangement. Puis ensuite, l'enregistrement va vous être envoyé probablement au courant de la semaine ou plus tard en début de semaine prochaine. D'habitude, on est quand même assez rapide. Sachez également que l'enregistrement va vous être envoyé par courriel, mais il est aussi disponible via notre centre de visionnement de webinaire et notre plateforme YouTube. Donc, c'est toujours les trois endroits où vous allez pouvoir retrouver les enregistrements après nos webinaires. Le centre de visionnement a également tout l'historique de nos anciens webinaires et il y a toujours un lien pour s'inscrire complètement en haut de la page au prochain webinaire, le cas échéant. Donc, c'est vraiment une belle place pour retrouver toutes vos ressources webinaires C2 à TSM. Ensuite, aujourd'hui, on va avoir deux moments où vous allez pouvoir voter. Donc, on vous encourage à utiliser l'interface de Teams pour voter, pour participer, pour que ce soit un petit peu plus interactif aujourd'hui. Et à la toute fin du webinaire, durant la conclusion, vous allez avoir le QR code aussi pour nous envoyer, le code QR, je m'excuse de mon français, pour vous envoyer votre avis, vos commentaires et questions pour la série de webinaires, le cas échéant. Donc, on va commencer. Avec moi aujourd'hui, j'ai Éric et Martine. Martine qui est une habituée du webinaire presque à tous les mois et Éric qui est de retour avec nous suite au webinaire de janvier sur les catalogues de services. Aujourd'hui, c'est son chapeau SLA qui met pour parler avec nous. Donc, bonjour et bienvenue à vous deux. Je suis toujours super contente de vous voir au webinaire et je n'en doute pas, l'audience aussi. Donc, on commence directement avec un des petits sondages aujourd'hui, juste pour mettre la table finalement. Donc, avez-vous des accords de niveau de service en place? Oui, non, c'est en cours ou c'est trop intimidant, on ne sait pas par où commencer. On ne met pas de mots dans vos bouches, mais on comprend que si c'est la dernière réponse, c'est beaucoup de travail. Donc, on vous laisse 2-3 petites minutes pour voter. Et juste pour partager les résultats à l'équipe, il y a à peu près un 27 qui a des accords de niveau de service en place, 35 qui n'en a pas, 35 où le projet est en cours. Donc, on a seulement 2 où c'est trop intimidant. Donc, parfait. On ne vous fera pas peur aujourd'hui. Donc, on continue avec le webinaire parce qu'on a hâte de commencer la matière. Donc, je trouvais ça intéressant de vous mettre une petite citation de Warren Buffett, qui est un homme d'affaires américain très connu, juste pour mettre en place qu'est-ce que ça peut impacter, un accord de niveau de service. Donc, Warren Buffett disait il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la ruiner. Si vous réfléchissez, vous verrez les choses différemment. Donc, un accord de niveau de service, c'est une entente que vous avez avec quelqu'un qui impacte la perception que les gens ont de vous. C'est aussi une attente. Donc, en brisant ces attentes-là, vous pouvez avoir un impact négatif sur votre compagnie, sa perception, les relations clients. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Et pour nous en parler davantage, je me retire, je vous donne à l'équipe d'analystes et de professionnels ITSM et je reviens vous voir pour la fin. Éric, Martine, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vous souhaite un super bon webinaire à tous, puis on se voit pour la fin. Merci Bien, beaucoup. merci beaucoup, Maude. Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue au webinaire sur les ententes de niveau de service. Donc, c'est quoi une entente de niveau de service? À quoi ça sert? Donc, c'est un engagement entre le fournisseur et votre client, et vous et le client. Donc, c'est une entente qui va définir qu'est-ce que vous allez offrir comme service, de quelle façon et sur quels paramètres vous allez les suivre. Donc, l'objectif, c'est de fournir un service de qualité avec l'entente de niveau de service.
Donc, c'est un outil qui est indispensable. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment bien définir nos attentes, nos normes, nos responsabilités de chacun. Il faut bien comprendre le SLA que qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va vous amener. Donc, on a différents critères à respecter. Et du côté du client aussi, il y a un engagement au niveau de fournir les bonnes informations, de fournir les ressources aussi pour utiliser le service et de suivre tout cette entente-là. Donc, euh, dans les ententes de niveau de service, on a aussi ce qu'on appelle les SLO, les objectifs de niveau de service. Donc, l'objectif ici, c'est bien spécifique. Autant le SLA est plus, l'entente de niveau de service, le SLA est plus flou, il est plus, pas flou, mais plutôt dans un langage plus facile à comprendre. Le SLO, lui, c'est vraiment les objectifs exacts qu'on va atteindre, vraiment basés sur les services qu'on a, les équipements qu'on a, les systèmes qu'on met en place à la disposition du client. On base ça sur les attentes du client. On se base aussi sur les normes de l'industrie. Donc, je veux offrir un service à tel niveau à 99 de disponibilité. Donc, selon mes produits ben, que j'utilise pour offrir ce service-là, donc j'ai certaines normes que je vais respecter. C'est des éléments clés des ententes de niveau de service. Donc, faut vraiment avoir les bons objectifs pour pouvoir atteindre nos SLA qu'on s'est donnés. Ça doit être des objectifs qui sont quand même atteignables aussi. Donc, c'est quoi la différence entre les SLO, les SLA? Il y a aussi les SLI. Donc, on a notre entente de niveau de service qu'on va avoir avec notre client. On le partage avec lui. C'est un contrat qui est signé habituellement. Et nos SLO, c'est nos objectifs qu'on veut atteindre pour avoir pour ces ententes de niveau de service-là. Donc, j'ai plusieurs objectifs que je vais atteindre, des informations qui sont quand même précises sur la disponibilité, la rapidité, puis sur le temps de réponse suite à une demande du client. Et les SLI, eux, c'est nos indicateurs qui nous indiquent si on a bien suivi nos objectifs, si on a atteint nos objectifs. Donc, c'est vraiment les mesures réelles de la performance qu'on a entre ces systèmes-là. Donc, ça marche ensemble, tout ça. Avec le temps, on peut aussi avoir besoin d'ajuster nos ententes de niveau de service s'il y a différents événements qui peuvent se produire. Donc, lors par exemple, d'une panne majeure, ça se peut que dans notre entente de niveau de service, ben, on s'entende avec le client sur la reprise du service, qu'on s'entende sur les modalités suite à cette panne-là. Ou s'il y a un changement dans nos systèmes, on peut venir à modifier nos ententes de niveau de service pour les bonifier parce qu'on a un nouveau système et on est capable d'offrir un meilleur service. Donc, il faut toujours se garder la porte ouverte dans une entente de niveau de service pour venir renégocier avec le client euh, cette entente-là. Donc, ce qu'on entend souvent chez les clients, il y a des clients qui ne voudront pas nécessairement parler du SLA, mais ils vont y aller beaucoup plus sur l'objectif, donc le SLO. Donc, que ce soit le SLA, le SLO, naturellement, on va avoir besoin des indicateurs. C'est du travail, on s'entend, là, c'est quand même du travail à mettre tout ça en place, mais j'imagine, Eric, qu'il y a des bénéfices. Oui, ça. Donc, l'importance des ententes de niveau de service, des bénéfices des ententes, c'est qu'on définit un peu ce qu'on offre comme service à notre client. Donc, on vient mettre en place nos balises sur qu'est-ce qu'on offre comme service, dans quelle mesure on offre nos services. Et on peut plus facilement indiquer qu'est-ce qui est moins offert ou plus offert. Donc, le plus grand bénéfice, c'est on identifie qu'est-ce qu'on a. On est capable de venir identifier au niveau de nos fournisseurs si on a des points faibles, parce que nos services qu'on offre, on a aussi à nous-mêmes des fournisseurs qui nous offrent des services. Donc, on a une entente avec eux, on identifie les points faibles, on vient améliorer ces côtés-là, avoir une meilleure qualité de service. Et au niveau du client, on voit aussi qu'est-ce que le client fait, comment il utilise ce service-là. Donc, on est capable de s'améliorer aussi, encore une fois, avec cet aspect-là.
Donc, on vient mettre en évidence que les domaines où le fournisseur ne peut pas répondre aux attentes qu'on avait. On vient définir des objectifs clairs de service et des objectifs qui sont mesurables et pour avoir une amélioration continue de notre service. Au niveau des ITIL, donc on définit les SLA, qu'est-ce que c'est à ce niveau-là. Donc, c'est des ententes c'est un accord entre un partenaire de service, un client ou un groupe de clients pour fournir un service à un certain niveau de, euh, de qualité de service. Donc, ITIL, bon, c'est les bonnes pratiques, là, Information Technology Infrastructure Library, c'est les bonnes pratiques de l'industrie en TI. Ça nous permet de se donner une définition de qu'est-ce que va être l'entente de niveau de service. Ce que ITIL nous dit, plutôt, il insiste sur l'importance que l'entente de niveau de service, c'est un partenariat, excusez-moi, entre le fournisseur de services et son client. Et on veut venir s'assurer qu'on offre le service que le client s'attend. Donc, les composants du SLA, bon, on va avoir une description du service, on explique qu'est-ce qu'on fait comme service, qu'est-ce qu'on offre. On va avoir un certain niveau de détail sur le service qu'on offre. On veut indiquer vraiment ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Il y a aussi un niveau de réactivité, donc on s'attend à ce que le service réagisse à une certaine rapidité. Donc, quand je fais une demande, je m'attends à ce que ça se produise. Donc, il y a des paramètres, des objectifs qu'on va pouvoir se mettre en place pour voir si on a la réactivité qui est là. On peut mettre en place aussi des pénalités en cas de non-respect. Donc, au niveau du fournisseur, de nous, envers notre client, s'il y a certains aspects que le service n'est pas respecté, ben, on peut avoir en place un certain niveau de pénalité ou de mesures de correction qu'on doit mettre en place pour remettre en place ou réajuster le niveau de service. Puis c'est la même chose avec nos propres fournisseurs. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que nos SLA à nous qu'on fait avec notre client reposent aussi sur les SLA qu'on va avoir avec notre fournisseur à nous. Donc, de notre côté, on va chercher à avoir un certain niveau euh, de respect des objectifs et même chose pour nous envers notre client. Un exemple de SLA qu'on a pris, Maud nous a trouvé un bel exemple avec l'émission Chambre en ville qui était dans les années 90 à peu près. On voit que Chambre en ville, c'est une maison d'étudiants euh, c'était avec Louise Deschâtelet et d'autres personnes comme Vincent Gratton dans le temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission-là. Donc, dans le cas de chambre en ville, on peut avoir des ententes de niveau de service. Si on regarde les délais de réponse aux demandes, on va dire, ben oui, moi, si tu me fais une demande, je vais m'arranger de répondre en dedans de 24 heures pour tes besoins. On pourrait avoir un exemple comme l'accès Internet pour les étudiants qui vivent là. Ben, on s'assure d'offrir un service qui est disponible 99 du temps. On a un accès de sécurité aussi dans les lieux qu'on va s'assurer que le. Donc, on a vraiment ici des exemples plus concrets de c'est quoi une entente de niveau de service. Un autre exemple intéressant, on pourrait penser des pompiers, un service de pompiers dans une ville. Les pompiers doivent arriver à un temps déterminé, maximum, sur les lieux de l'incendie. Donc, ça, c'est une entente de niveau de service qui existe. Et ces organisations-là vont toutes avoir des objectifs à suivre pour s'assurer de respecter ces ententes-là. Donc, dans le fond, l'idée de prendre la maison, la résidence étudiante de Chambre-en-Ville, c'est juste pour faire une analogie de dire que c'est pas nécessairement, tu sais, les SLA ou les SLO s'appliquent peu importe notre marché. Il encadre beaucoup les normes pour les TI, c'est parce que je cherchais mes termes en français, là. Donc, les TI, mais ça s'applique dans n'importe quel service qu'on offre
peu importe le département. Fait que c'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant de prendre un exemple un peu farfelu pour dire, ben j'ai des clients à satisfaire. Dès que j'ai des clients à satisfaire, naturellement, je dois définir c'est quoi mes objectifs et c'est quoi mes ententes de service envers ce client-là, qu'il soit externe ou interne. Donc, les clients ne sont pas nécessairement juste externes. Fait que ça s'applique dans dans n'importe quel monde. Ça peut s'appliquer et c'est intéressant de les mettre en place, qu'on les suive de façon serrée ou pas. Il y a quand même nos clients s'attendent à nous, qu'on leur fournisse un service. Donc, c'est important de définir quand même nos objectifs. Est-ce que, Éric, tu peux nous donner quelques bonnes pratiques à suivre par rapport au SLA ou SLO? Bien sûr. Donc, il y a plusieurs pratiques là, qu'on peut suggérer. Donc, première des choses, les SLA, bon, on va naturellement les personnaliser au service qu'on offre à notre clientèle, à notre client qui consomme ce service-là. Donc, on va s'assurer que on a des normes de respect qui sont en fonction de la qualité qui est attendue par le client. On veut prendre en compte les coûts du service, ou plutôt les coûts du niveau de qualité qu'on veut offrir pour ce service-là. Donc, si on parle de 99 ou 99,99 du temps, on va avoir plus de coûts associés à maintenir la qualité de service naturellement. On va aussi penser à comment on va offrir ce service-là à notre client. Donc, ça va tout rentrer dans l'entente de niveau de service et on peut penser aussi quand est-ce qu'on va avoir besoin de réévaluer l'entente. Donc, toute l'information qu'on va rentrer dans notre entente de niveau de service, qu'on va faire avec notre client, va être en fonction des besoins de ce client-là ou de notre clientèle à qui on offre ce service-là. Un deuxième bonne pratique, c'est de faire nos ententes de niveau de service dans un langage qui est compréhensible par le client. On veut éviter les termes techniques, les termes légaux. On ne veut pas mettre du langage qui est trop complexe. On n'est pas non plus dans les SLO à ce moment-là. Donc, on n'est pas dans les objectifs. Nos SLO, nos objectifs de niveau de service, ça va être très technique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va partager aux clients. Ce qu'on va mettre dans le SLA, ça va être des termes précis, clairs, qui sont compréhensibles par le client. Et à la limite, si on a besoin, on peut inclure un lexique pour aider le client à comprendre qu'est-ce qu'on a dans ça. S'il y a des termes on n'a pas le choix de mettre qui sont plus techniques. Et c'est pas mauvais de faire réviser ce texte-là par une tierce partie qui va venir nous aider à s'assurer qu'on a bien compris et qu'on se fait bien comprendre dans notre entente de niveau de service. Une troisième bonne pratique, c'est de bien détailler les services qu'on offre. Donc, on veut s'assurer qu'on explique clairement qu'est-ce qu'on offre comme service à notre clientèle ou qu'est-ce qui est couvert par cette entente de niveau de service-là. Ce qui n'est pas couvert parce que souvent, il y a des portions qu'on ne peut pas couvrir, mais on ne veut pas laisser ça non plus sous interprétation. Donc, il faut que ça soit clair, c'est un contrat. Donc, il faut bien déterminer, bien définir ce qui est offert, ce qui n'est pas offert et à quelle limite aussi on offre les services. On va aussi indiquer comment on offre ce service-là en fonction des besoins du client. Et s'il y a des plages de maintenance qui sont à prévoir, on les indique aussi. Donc, oui, je vous offre un service à 99,9 du temps. Par contre, il y a des plages de maintenance qui, elles, sont exclues du 99,9 du temps. Donc, c'est un peu le genre de clarification qu'on veut faire avec ça. Euh, Ensuite, au niveau des métriques, c'est important d'avoir des bonnes métriques qui sont en lien avec le niveau de service qu'on veut offrir. Puis que ce soit des métriques qui sont réalisables, qui sont concrètes en fonction de ce qu'on a à offrir comme service, comme niveau de service. Il faut bien les sélectionner parce que c'est ça qui va être en lien avec la qualité du service qu'on va offrir. Donc, il faut que ce soit pertinent et réalisable et que ce soit qu'on peut mettre aussi en place tout de suite dans l'entente des niveaux de service. Ça va être quoi les mesures de correction ou les pénalités aux besoins en fonction des services qui sont offerts.
Ça, on parle de clauses de correction, de pénalité. Ben, c'est ça, il y a des clauses d'indemnisation qui peuvent être rentrées en lieu dans notre entente de niveau de service. Donc, oui, je dis que je vais offrir mon service à 99,9 % du temps. Et si ça n'arrive pas, ben, on peut avoir une clause pour indiquer quelle sera l'indemnisation envers le client. Donc, comme je le dis, c'est nous envers notre client et c'est notre fournisseur envers nous aussi qui est important d'avoir ces clauses-là. Ça évite que notre fournisseur ne nous offre pas les services attendus. Il faut être toujours aussi transparent dans une entente de niveau de service. On ne veut pas mettre du langage obscur pour le plaisir de cacher des choses. C'est mieux de dire il y en est. On vous offre un service à tel niveau de service parce que c'est ce que je suis capable d'offrir à ce moment-ci. Je ne t'offrirai pas un niveau de service plus élevé. Les coûts sont trop élevés pour ça. Donc, on est transparent, on explique comme il faut, on s'entend avec notre client, nos clients, en fonction du type d'entente de niveau de service qu'on met en place. On a un peu dit tantôt, on a parlé de clause d'indemnisation. Les pénalités, c'est un peu la même chose. Si je ne respecte pas, s'il y a des choses qui se font à répétition, mon fournisseur ne respecte pas, je vais avoir peut-être une pénalité qui va rentrer en ligne de compte parce que la performance n'est pas là, parce que le service n'est pas disponible ou les réponses ne sont pas assez rapides. Il y a aussi le principe des ententes de niveau de service conjoints, le SLA conjoint. C'est en fait ce que offrir un service à un client peut impliquer d'avoir plusieurs services de l'autre côté qui sont utilisés pour offrir un seul service. Donc, on va parler d'entente de niveau de service conjointe où, oui, on s'entend d'un côté d'ouvrir un service à un certain niveau et de l'autre côté, les autres services qui composent ce service-là vont aussi avoir des ententes de niveau de service et tout ça vient fonctionner ensemble. Donc, je ne peux pas offrir à mon client un certain niveau de service si dans mes services, j'en ai un qui, lui, n'a pas d'entente ou n'est pas d'entente en ligne avec l'entente que je suis en train de faire avec mon client. Donc, si je fais un petit récapitulatif rapide, la première, voyons, excusez. La première chose, c'est la personnalisation naturellement des SLA. Donc, s'assurer qu'elles soient personnalisées à ce que nous, on veut offrir à nos clients pour répondre à leurs besoins. Le deuxième point, le langage compréhensible. Si vous avez assisté à plusieurs de nos webinaires, ce n'est pas la première fois qu'on mentionne, entre autres au niveau des catalogues, c'était le même principe. Donc, c'est important de sortir de nos termes techniques et les mettre dans un langage que nos clients comprennent. Fait que sur votre portail, les bonnes pratiques, c'est le même principe aussi. Tout ce qui est offert à votre clientèle, c'est important de sortir de vos discours techniques et s'assurer que la majorité des gens vont pouvoir comprendre vos ententes, votre portail, etc., vos communications que vous leur faites aussi. Donc, la description détaillée des services. Parfois, la description détaillée des services, on ne mettra pas public, mais c'est important que ça soit fait à l'interne. Donc, c'est important que ça soit connu par les gens de l'interne. C'est quoi notre détail des services qu'on offre et qu'est-ce que ça encadre aussi. Les métriques, comme on a mentionné, qu'on va voir aussi un peu plus tard. Donc, ils se mettent des balises pour qu'on soit capable de suivre si on les respecte ou pas. Les clauses d'indemnisation et les pénalités définies, ça se rejoint un peu. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit si jamais notre service n'est pas au-delà de notre entente qu'on s'était engagé? La transparence aussi. Donc, oui, ça peut arriver des situations un peu plus hors de notre contrôle ou ça arrive à tout le monde, des pannes de serveurs, etc. Donc, d'avoir une transparence avec nos clients aussi, ça répond aussi à leurs attentes. Ça se peut que pour un moment X, on ne soit pas capable de répondre aux attentes ou à notre engagement qu'on a fait parce qu'il y a autre chose, mais c'est important d'avoir cette transparence-là. Donc, on gère les attentes aussi à ce moment-là de nos clients. Et les SLA conjointes, donc, comme on le disait, on peut être aussi impacté par un autre fournisseur ou une tierce partie. Donc, c'est important aussi d'avoir des SLA conjointes pour que on s'engage auprès de notre clientèle, on soit capable de les respecter.
On a un petit sondage, un deuxième petit sondage à vous présenter. On est un peu curieux de savoir quel outil vous utilisez pour sortir vos rapports, pour sortir vos KPI aussi, vos tableaux de bord, pour suivre les SLA. Donc, je vous laisse aller à répondre. Euh, donc, présentement, ce que je vois, c'est qu'il y a 28 qui ont Power BI, 31 qui ont ces deux quand même, qui utilisent soit les tableaux de bord ou les rapports offerts dans ces deux, 14 qui ont Excel et 25 je vois la question qui arrive en même temps. Excusez, 25 qui ont, ou 24 là, qu'on est rendu, qui n'ont rien. Donc, merci, c'est vraiment intéressant On n'est pas d'avoir loin du un cette tiers, un tiers, un information. tiers. Oui, exactement, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Donc, naturellement, je pense qu'on a vu, oh non, la question, c'est par rapport au rapport, on va le voir un peu plus tard. Une fois qu'on a défini les SLA, les SLO, comment concrètement qu'on est capable de définir ça dans ces deux? Cette fois-ci, on n'ira pas dans une démo comme on vous a fait dans les derniers webinaires, mais on vous montre quand même, on vous explique les étapes à suivre dans ces deux pour être capable de mettre en place vos SLA et pour être capable de les suivre aussi, puis où est-ce que vous allez être capable dans les billets de les suivre. Fait que je te passe la parole, Éric. Parfait, merci beaucoup. Donc, ouais, donc là, on tombe vraiment dans la configuration dans ces deux, comment que ça s'articule les ententes de niveau de service. Donc, euh, c'est là qui est important aussi quand on a un système comme C2 de définir nos ententes de niveau de service, nos objectifs, et d'aller voir dans notre système de ITSM comment on va faire ce suivi-là. Donc, au niveau de C2, on a pour commencer une première partie qui est la configuration, moi je dis ça, générale dans C2 pour votre installation, votre environnement. Qu'est-ce qu'on offre comme niveau de service? On a en premier lieu les priorités, donc de P1 à P5, où on va venir indiquer quand c'est une priorité 1, dans combien de temps je vais répondre et en combien de temps je vais résoudre le problème. Donc, en passant à répondre, ça veut dire que j'ai pris connaissance de la demande, du billet, de l'incident, et je commence à entamer les discussions avec mon client pour voir qu'est-ce qui se passe, résoudre. Et le délai de résolution, c'est en combien de temps qu'on va livrer suite à la réception de la demande, dans combien de temps on va livrer la résolution ou le produit final. Donc, on va établir nos priorités de 1 à 5 avec nos temps de réponse et résolution. Et ensuite, dans ces deux, au niveau des types de billets, que ce soit des billets incidents, des billets demandes de service, ça marche aussi pour les projets, les demandes de changement et les biais problèmes. Donc, on indique avec une matrice au niveau de l'impact et l'urgence, quelle priorité sera associée à cette demande-là. Donc, au niveau des incidents, on va être un peu plus agressif qu'au niveau des demandes de service, où la demande de service, c'est quelque chose qu'on offre, qu'on sait en combien de temps et quoi faire habituellement pour offrir le service demandé. La deuxième étape, c'est au niveau des statuts des billets, des types de billets. Ensuite, on va venir définir quand est-ce que je considère que j'ai répondu à la demande et quand est-ce que je considère que j'ai résolu ou complété et implémenté la demande. Donc, on va venir dire, dans le cas ici d'un incident que j'ai à l'écran, j'indique que mon statut de date de réponse réelle sera quand je vais changer mon statut à classification. Et mon statut de résolution réelle sera quand je vais passer mon billet, son statut à résolution. Donc, ça, j'ai quelqu'un qui regarde le billet, qui l'assigne à quelqu'un et qui clarifie quel sera le travail à faire. Et la résolution, on peut le mettre, je l'ai résolu, ça pourrait être fermé. Donc, ça pourrait être un des statuts. En troisième étape, pour rencontrer nos ententes de niveau de service, c'est bien beau de dire, moi, je vais résoudre ton problème en temps de temps. Quand je te pose une question, j'ai besoin d'avoir une réponse de mon client. Donc, on a la possibilité de mettre les billets en attente. Donc, ça, c'est l'état sur le billet. Ces états-là, il y en a par défaut, on en a un qui existe, mais vous pouvez ajouter d'autres états ou modifier les états qui sont là. Et pour chacun des états, on va indiquer si on veut interrompre le calcul de la date de résolution ou
si on veut interrompre le calcul de la date de réponse. Donc, il y a aussi une date de réponse souhaitée et une date de réponse calculée. Donc, il y a deux, on va le voir par après. Donc, avec mes états, je peux bien mon bien en attente et venir arrêter mon calcul pour continuer à respecter mon entente de niveau de service avec mon client. Donc, des étapes optionnelles qui sont possibles aussi dans la configuration des demandes, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est les configurations générales qui vont affecter toutes vos demandes, tous vos billets dans votre système. Mais peut-être que pour un billet spécifique, une demande spécifique, on va vouloir avoir des ententes différentes que ce qu'on avait au début. Donc, on pourrait forcer tout de suite un impact et une urgence qui vont me donner la priorité associée à ça, au lieu d'avoir à la sélectionner dans le billet quand on a reçu le billet. Ou on pourrait mettre un temps de réponse et un temps de résolution fixe à cette demande-là. Donc, moi, si tu me fais une demande pour un rapport que je dois te fournir, ben, peut-être pour ça, on va dire, ben, c'est jamais du niveau 1 à 5, c'est toujours le même temps. Moi, je reçois ta demande, je te réponds en temps de temps et je te résous, je t'envoie ton rapport en temps de temps. Euh, Tandis qu'une demande d'incident de sécurité, ben là, on pourrait tout de suite le forcer à P1 pour en prendre connaissance, puis ensuite ajuster la priorité par la suite. Mais on peut avoir des choses spécifiques. Et on peut aussi indiquer l'heure de service. Donc, dans la section du haut, avec les cases oranges, quand j'indique les heures de service, ben, je pourrais dire, moi, je t'offre mon service pour cette demande-là durant les heures de travail. Donc, mon horaire est de 9 à 5, par exemple, lundi au vendredi. Mais pour des cas de sécurité informatique, je pourrais dire, ben, ces demandes-là, ça va être tombé du 24/7. Donc, que ce soit le samedi que tu me fasses la demande, moi, je la prends tout de suite en charge, je me dépêche à offrir le service. Et en bas, dans la section du bas, pour une demande spécifique, on peut aussi avoir des niveaux de service différents de P1 à P5. Donc, le P1, on va changer le délai de réponse, on va changer le délai de résolution. Et pour chacun aussi de P1 à P5, on pourrait indiquer des heures de service durant les heures normales de travail ou 24/7. Donc, P1 sur un incident de sécurité pourrait être toujours 24/7, le reste serait durant les heures de service, par exemple. Juste Et une petite astuce, oui, excuse-moi Eric, 30 secondes. Juste un petit truc important. Si vous voulez définir des heures, des niveaux de service dans votre demande, c'est important que la petite case à cocher modifiée reste activée. Parce qu'il y a des clients qui l'activent, font la modification, désactivent, enregistrent, ça ne s'appliquera pas. Pour que ça s'applique, il faut absolument que la petite case à cocher modifiée reste activée. Excuse-moi Eric. non, c'est Petite bon, c'est une parenthèse. très bonne intervention. C'est parfait. Et donc, pour faire le suivi dans le billet maintenant, donc, on va avoir, si on regarde la section suivi de traitement, un petit peu plus à droite, on a la date de création du billet. Donc, les calculs sont basés sur la date de création du billet. Dans la section du haut, priorisation, on va dire, ben, j'ai un impact, j'ai une urgence qui va me donner une priorité 2 dans cet exemple-là. Cette priorité 2-là, si je regarde la section niveau de service, ben, je vois que j'ai un temps de réponse de 720 minutes. J'ai un temps de résolution de 2880 minutes. C'est calculé selon les heures de service qui sont les heures de travail, donc 9 à 5 ou autre. Et je vais avoir donc une date de réponse calculée qui va apparaître, une date de résolution calculée basée sur mes temps spécifiés plus haut. Et quand je vais passer ma pastille à classification, par exemple, ben, ça m'indique une date de réponse réelle. Quand je vais avoir résolu, je vais avoir une date de résolution réelle, ce qui va me permettre de savoir si j'ai respecté ou pas mes ententes de niveau de service. Les indicateurs qu'on voit, temps de réponse, temps de résolution, qui ressemblent à des chronomètres qui sont verts, m'indiquent si je suis toujours dans mes temps pour respecter mon entente de niveau de service. Donc, il y a une configuration dans les paramètres avancés de C2 pour permettre de changer la couleur lorsqu'on s'approche de notre date de résolution, de notre date de réponse calculée. Donc, vert, je suis dans mes temps. Jaune, oups, je commence à m'approcher proche, je change la couleur au jaune. Orange, je suis vraiment très proche, il me reste plus grand temps. Et rouge, j'ai dépassé le temps. Donc, les indicateurs permettent aux ressources qui traitent les billets de voir s'ils sont dans les temps. Puis, on voit aussi que le temps de résolution, il indique 5 jours. Donc, s'il reste 5 jours au calendrier pour résoudre cette demande-là, pour répondre à cette demande-là. Donc, c'est comme ça un peu que s'articule la configuration dans C2 pour les ententes de niveau de service.
Sachez que la date de résolution calculée et la date de réponse calculée va se vider si votre billet, vous le mettez en attente et que dans l'état que vous avez mis, vous avez demandé de stopper le calcul. Donc, lorsque je mets, par exemple, mon billet en attente d'un fournisseur ou en attente du client, votre champ date de résolution calculée va se retirer, va s'enlever. Et lorsque vous allez remettre le billet dans un état qui calcule, elle va se recalculer en fonction, en prenant en considération le temps que le billet a été en attente. Donc, tous ces calculs-là, ce temps-là, c'est déjà enregistré dans la base de données de votre data warehouse. Donc, vous allez retrouver toutes les informations et vous allez être capable de les suivre pour vos SLI. Donc, les SLI, on le mentionnait tantôt, ce sont les indicateurs qu'on veut sortir pour voir est-ce qu'on les respecte, nos ententes de service qu'on a pris avec nos clients. Donc, on vous a mis quelques exemples de rapports. Je vous invite quand même à aller voir sur notre portail, dans nos articles de base de connaissances, vous avez à peu près une vingtaine de rapports qui sont disponibles sur toutes sortes de sujets, mais entre autres aussi sur les KPI. Donc, vous allez être capable d'exporter et de l'importer dans votre C2 pour être capable de le personnaliser par la suite. Sachez aussi que nous offrons le service de conception de rapport pour les clients qui le demandent. Donc, on évalue vos besoins de rapport, puis on les fait pour vous. On les importe directement dans votre environnement. Donc, parenthèse terminée. On a mis 3 exemples de rapports qu'on se sert. Étant la gestionnaire de l'équipe de support, donc naturellement, je me sers moi-même aussi des rapports à partir de C2, puisque C2 est notre outil de billetterie. Fait je vous ai sorti trois exemples de rapports que moi j'utilise. Il y en a d'autres, là. J'en ai aussi dans mes tableaux de bord directement dans C2. Fait qu'il y a des informations là-dedans qu'on peut retrouver, qu'on va pouvoir mettre dans nos tableaux de bord de C2. Sachez par contre que dans les tableaux de bord de C2, on ne peut pas aller chercher les informations reliées au temps de prise en charge, le temps de réponse, le temps de résolution, le temps d'attente, etc. Dès qu'on veut avoir calculé du temps pour sortir nos indicateurs de performance au niveau des SLA, on n'a pas le choix d'aller dans le Data Warehouse que vous avez tous accès. Fait que dans ces deux, vous avez tous accès directement à Stimusoft aussi, qui est là. Si jamais vous ne le voyez pas, contactez le support, on va l'activer pour les plus vieux clients, mais en principe, il devrait être déjà activé. Donc, le premier rapport, c'est vraiment un rapport de base là, pour savoir combien de billets qui rentrent dans une équipe. On peut faire des comparatifs aussi d'un mois à l'autre. Donc, ça nous permet de voir l'achalandage, ça fluctue comment. Et dans notre cas, on a aussi le nombre de billets créés par jour. Fait que ce genre d'information-là, comme je vous dis, on peut aussi retrouver l'information. Vous êtes aussi capable d'avoir ce genre d'information-là directement dans les tableaux de bord de ces deux. Par contre, quand on tombe vraiment au niveau des indicateurs reliés à votre SLA, SLO, là, on n'aura pas le choix d'aller dans l'outil Stimusoft, qui est, tu peux changer d'image de mode, s'il te plaît. Donc, celui-là, c'est vraiment un exemple de KPI qu'on a de notre côté. Dans mon cas, j'ai sur 3 mois. Fait que je veux savoir la fluctuation. Le graphique que vous voyez, la pointe de tarte, elle nous permet de voir c'est quoi le top 5 des demandes ouvertes au support. Donc, si vous avez plusieurs demandes offertes dans votre catalogue, ça vous permet aussi de voir c'est quoi les demandes qu'on reçoit le plus au niveau du support. Outre les ententes, ça nous permet aussi de voir, OK, est-ce que c'est parce que les autres, y compris, tu sais, c'est moins précis? Est-ce que si on a plusieurs fois des demandes de services ou des demandes d'information sur un même sujet, bien, peut-être qu'il y aurait de la documentation à offrir pour éviter d'avoir des billets au support. Donc, toutes ces informations-là, vous êtes capable de les avoir et de les extraire dans des rapports qui vont vous permettre d'évaluer c'est quoi les billets qui rentrent, c'est quoi qui demande le plus de support, etc.
Fait que si vous avez le graphique qui nous offre ça, l'autre graphique à côté avec les deux grandes lignes, c'est le nombre de billets qui rentrent selon la file définie. Vous avez les variables en haut à gauche aussi. Donc, je peux définir mon mois, je pourrais définir mon équipe, je pourrais définir ma file. Fait que je peux savoir, mettons, je fais un rapport et je change la file pour avoir mon graphique d'une file à l'autre, d'un mois à l'autre, plutôt que de faire des rapports fixes par file ou par équipe, etc. Donc, tout ce que vous avez dans vos billets, vous êtes capable de mettre des variables en haut pour être capable de filtrer les informations que vous allez vouloir sortir au niveau de vos rapports. Dans la section du bas, ce sont les indicateurs. Donc, dans notre cas, on retrouve le nombre de billets par mois, mais ce qui est intéressant, c'est le temps moyen de prise en charge d'un billet. Donc, la prise en charge, c'est la réponse qu'on voit dans ces deux. Donc, à partir du moment où il est créé, combien de temps ça a pris avant qu'un analyste ou quelqu'un qui traite les billets le prenne en charge ou qui fasse une première réponse au client, tout dépendant du statut, comme Éric vous a expliqué, là, du statut que vous mettez dans votre configuration. Donc, je vous disais, ces champs-là existent. Donc, on est capable de faire une moyenne après. On fait une formule, puis on fait une moyenne, et c'est la moyenne qui m'affiche dans mes indicateurs. Un autre indicateur qui est intéressant qu'on a aussi, c'est le nombre et le pourcentage. Vous les trouvez dans deux boîtes. Le nombre et le pourcentage de billets fermés durant le mois. Donc, j'en ai ouvert tant et j'en ai fermé combien. Ça ne veut pas dire, ça dépend comment vous faites votre rapport, ça ne veut pas dire que les fermés, c'est juste ceux qui ont été ouverts dans le mois aussi. Là. Ça dépend comment vous voulez avoir vos chiffres. Et le nombre de billets résolus dans les 24 heures. Donc, le billet, il est ouvert et il est résolu dans le même 24 heures. Ça aussi, c'est une information qui est vraiment intéressante à obtenir. Puis, vous pouvez aussi sortir des pourcentages. Donc, le pourcentage, c'est vraiment petit, excusez. Le pourcentage des billets qui ont été répondus dans le temps et les pourcentages des billets qui ont été résolus dans les temps. Donc, on voit par exemple là, 56 puis 62 Donc, de tous les billets dans le mois, dans ma file, combien de billets ont été répondus pendant que ma petite roue était, mon petit chronomètre était vert, c'est ce que ça veut dire, vert, jaune ou orange, là, qui n'a pas été expiré. Un autre exemple aussi qu'on vous a mis, puis là, j'ai vu des questions par rapport à ça, c'est un exemple de Power BI. Donc, c'est un tableau de bord qu'on a fait avec l'outil Power BI, que plusieurs d'entre vous, là, quand même, il y avait le tiers qui avait, qui avait déjà accès à Power BI. Sachez, si vous utilisez l'outil Power BI, que vous pouvez avoir accès à votre data warehouse via cet outil-là. Vous avez juste à ouvrir un billet au support, ils vont vous expliquer. On vous crée un seul utilisateur, par contre, sur votre base de données data warehouse que vous allez être capable de configurer, mettre en lien avec Power BI pour venir extraire les informations de votre data warehouse. Donc, c'est un peu le même principe. On voit par contre que la période, on l'a mis de façon différente et on a les pourcentages, le nombre de billets qui a été ouvert, le pourcentage de billets qui a été fermé dans les 24 heures. On a voyons, excusez, il est en anglais, il faut que je le traduise en même temps. La moyenne de prise en charge, puis la moyenne de résolution en heures, vous pourriez le calculer en jours, vous pourriez le calculer en minutes. Sachez que dans la base de données, il est en minutes. Donc, ces deux champs-là, si vous vous posez la question, il y a le champ comme tel dans le Data Warehouse, il s'appelle Resolution Time Actual pour le temps de résolution. Et l'autre, c'est Taking Charge Time Actual. C'est les deux champs que nous, on a utilisés pour faire ce genre de moyenne-là. Ce qu'on retrouve aussi dans le bas, c'est les billets par ressource. Donc, combien qu'il y a de billets par ressource. Le top 10 des entreprises qui soumettent le plus de billets. En bas, les
l'autre qui est les billets par fonctionnalité. Sachez que fonctionnalité, pour nous, est un champ personnalisé que vous ne voyez pas, mais que nous, on a dans nos billets. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que oui, on a déjà tous les champs système qui vont vous permettre de calculer les SLA, les SLO, là, vos indicateurs de performance au niveau des SLA et SLO, mais vous pouvez le faire aussi sur des champs personnalisés, de tout type de champs personnalisés que vous avez dans vos billets. Donc, avec Stimulsoft, on fait un croisement entre la table des billets et la table des champs personnalisés. Dans Power BI, ça se fait différemment. Là, on a juste à rajouter, là, ceux qui connaissent l'outil, là, on rajoute la table avec le champ du nom du champ personnalisé directement dans notre tableau de bord, puis on sélectionne ce qu'on veut. Donc, c'est différents exemples. Dans nos KB, au niveau du portail, on n'a pas encore d'exemple avec Power BI. Probablement qu'on aura éventuellement. On commence à se familiariser avec l'outil Power BI, donc éventuellement, on pourra en mettre sur le portail. Par contre, si vous avez besoin d'aide pour monter des tableaux de bord dans Power BI ou dans Stimulsoft, sachez qu'on est là aussi pour vous aider. Donc, ça fait le tour. On aurait pu passer beaucoup de temps juste sur les rapports. Mais c'est ça, c'est quand même des exemples juste pour vous montrer tout ce qu'on est capable de sortir là, avec les outils, les outils de reporting, excusez, qui permet de faire des rapports soit par Stimulsoft, Power BI, ça pourrait être d'autres outils aussi que vous pouvez avoir accès directement à votre data warehouse. Et l'autre chose importante aussi, c'est que, comme je vous disais, c'est que les temps qu'on met le billet, les temps que ça a pris, on n'a pas besoin de calculer la date de début avec la date de résolution, etc. Ce temps-là, en minutes, existe dans la base de données. Donc, on utilise ce champ-là. C'est beaucoup plus facile que de mettre en plus d'autres calculs là, entre la date de début, la date de prise en charge réelle, etc. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Et dans ces temps-là, le temps de pause, selon l'État, est exclu aussi, mais on le retrouve dans un autre champ aussi. Donc, combien de temps ce billet-là a été en pause au total? Vous pourriez avoir l'information aussi. Voici, me revoici. Merci à vous deux pour toute l'information qui a été donnée aujourd'hui. Rapidement, on a eu quelques questions déjà dans le chat, donc si vous en avez d'autres, je vous laisse le temps de les mettre pendant qu'on fait la conclusion. Donc, rapidement ici, puis bien sûr, vous allez avoir la présentation disponible par la suite. Donc, je vous ai mis des articles de blog qui parlent un petit peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui, qui peuvent aller plus en approfondi sur différents points qui ont été touchés. Donc, je vous invite à visiter notre blog. Si vous n'êtes pas inscrit aussi, vous allez voir une façon sur le côté droit de vous inscrire au blog pour recevoir les articles publiés dans votre boîte courriel. Donc, vous pouvez choisir instantanément, une fois par semaine, une fois par mois, vraiment selon la cadence qui fait votre affaire. Donc, je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait, si vous appréciez notre contenu. Par la suite, comme d'habitude, vous avez le petit code QR. Je vais mettre les liens dans le chat durant la période de questions aussi. Donc, le petit formulaire pour nous donner votre avis sur le contenu d'aujourd'hui, sur les présentateurs d'aujourd'hui, sur des sujets que vous aimeriez savoir davantage, que vous aimeriez qu'on couvre. Et sur ce, je vous donne un scoop. Le mois prochain, c'est une formule un peu différente pour le webinaire. Donc, s'il n'y a pas vraiment de questions qui vous passent par la tête ou vous n'avez pas grand-chose à dire dans le formulaire sur ce dont vous voulez entendre, c'est votre moment, c'est le moment de saisir l'opportunité. Si on veut, le mois prochain, c'est une édition questions-réponses. Donc, les questions vont venir des gens qui s'inscrivent. À l'inscription, vous allez avoir l'option de donner une question. S'il n'y a rien qui vous vient en tête au moment de l'inscription, inquiétez-vous pas. Dans le courriel que vous allez recevoir pour confirmer votre inscription, vous allez avoir un lien vers un formulaire. Vous allez pouvoir rajouter ou préciser des questions au cours du mois. Mais vraiment, cette édition-là, on arrive avec des questions que vous nous avez soumises au cours du mois et on lui répond avec l'équipe d'analyste.
Bien sûr, si on reçoit trop de questions, on va se permettre de filtrer au travers puis de revenir sur les sujets qui reviennent le plus souvent. Mais on est bien excité de prendre les questions puis les sujets de l'audience pour vraiment aller plus loin sur certains sujets, soit qu'on a déjà touchés ou sur des choses qu'on n'a pas touchées encore qui sont importantes pour vous. Donc, encore une fois, on vous demande votre participation, mais merci beaucoup d'avance. Et comme d'habitude, la petite période de questions. J'aimerais qu'on commence par la première question qu'on a reçue qui était: est-ce que l'outil permet de créer des tableaux de bord basés sur les SLA, SLO, violations, respect, en se basant sur les différents indicateurs de performance? Je pense que la partie démo a un petit peu touché à ça, mais je pense que l'équipe pourrait renchérir aussi un petit peu. Martine, je vais te la laisser, celle-là. T'es plus l'experte là-dessus. La réponse est oui. Dans le fond, un peu comme je disais, en fait, les tableaux de bord, je vais recommencer. Les tableaux de bord que vous avez dans ces deux vous permettent, par exemple, de savoir le nombre de billets qui rentrent par mois, le nombre de billets par ressource, le nombre de billets par fil, le nombre de billets par entreprise, etc., etc. Donc, ça, vous êtes capable d'avoir ces informations-là par priorité. J'ai eu combien de P1 dans un mois? Vous êtes capable de vous mettre dans les tableaux de bord des compteurs. Il y a différents graphiques. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, je vous dirais, là, les pointes de tarte, entre autres, et l'histogramme fonctionne bien. Puis le calculateur aussi, là, c'est ceux-là qui sont les plus courants, je vous dirais, qu'on va utiliser avec les clients. Mais basé sur la SLA, SLO, non. C'est dans le Data Warehouse que vous allez retrouver ces informations-là. Super. Ensuite, la prochaine question, c'était quelqu'un qui nous demande de valider les étapes à suivre pour faire le rapport. Je pense que tu l'as vu dans le chat. Fait que je vais vous laisser comme y répondre sans lire toute la question pour valider si les étapes sont bonnes. C'est bon. Donc, Noura, tu demandais, ça serait quoi les étapes à suivre? Bon, première chose, est-ce qu'il faut faire activer le Data Warehouse? Oui, si vous allez dans vos paramètres avancés et que vous ne voyez pas la section rapport, c'est que le Data Warehouse n'est pas activé. J'en profite pour répondre à la question suivante. Est-ce que c'est en temps réel, le Data Warehouse? Ce n'est pas en temps réel comme tel, c'est mis à jour à peu près 3 fois par jour. Donc, vos données vont être quelques heures en retard au maximum, là. Donc, ça ne sera pas plusieurs jours, ça va être juste dans la journée, ça va avoir été fait. Est-ce que je dois convenir avec mes clients sur bon, les SLA, tout ça? Première étape, je vous dirais, regardez c'est quoi votre capacité en termes de niveau de service. Avant d'en parler avec vos clients, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Qu'est-ce que vous êtes capable d'offrir et de vous faire un barème à ce niveau-là? Une fois que vous allez avoir eu votre barème, donc utilisez peut-être les SLA et les rapports dans ces deux pour aller voir en combien de temps vous répondez à vos demandes, etc. Et ensuite, allez voir avec vos clients quel genre d'entente de niveau de service on peut mettre en place. Comme toujours dans les projets, commencez petit, allez-y doucement, facilement, simplement, et augmentez si vous n'avez jamais fait d'entente de niveau de service, là, augmentez avec le temps là, ce que vous faites dans vos ententes. Euh, donc, on va convenir avec les clients et pour les rapports ben aussi, selon ce que vous êtes capable de faire, c'est quel rapport vous êtes capable de sortir. Donc, commencer avec ça, voir. Moi, c'est ce que je ferais. Avant d'aller voir mes clients, je commencerai à regarder à l'interne qu'est-ce que je suis capable d'avoir, qu'est-ce que je suis capable de sortir comme rapport. Et ensuite, là, je vais aller faire une entente avec mes clients pour une entente des niveaux de service. Si vos clients viennent à vous avec des besoins, là, ça va être de bien définir ces besoins-là et de faire peut-être des projets pilotes pour vous assurer que vous êtes capable de rencontrer ces ententes-là. Si je peux rajouter, en fait, quand on fait l'implémentation de ces deux, habituellement, à moins que vous ayez déjà un système de billetterie en place, que vous aviez déjà vos SLA, etc., toute la portion des SLA, on les met phase 2 ou phase 3. Pourquoi? Parce que ça prend déjà à la base une certaine maturité. Comme Eric il disait, voyez, regardez vos capacités. Donc, ça prend déjà une certaine maturité à traiter les billets avant de leur rajouter ça de plus parce qu'ils vont oublier de changer de statut, ils vont oublier, tu sais, il y a plein d'affaires. Donc, avant de s'embarquer là-dedans, on attend de voir, on attend à tout le monde de se familiariser avec l'outil. Ça va vous permettre aussi de regarder est-ce que vos processus sont bons à l'interne parce que quand on s'engage, il faut s'assurer qu'on est capable de livrer la marchandise. Donc, arriver avec un nouvel outil,
en plus embarquer ça tout de suite, souvent, c'est beaucoup sur les ressources. Donc, nous, habituellement, on va le mettre plus en phase 2 et en phase 3. Pour la dernière question, comment vous savez si les informations sont là pour sortir les rapports? Dans le Data Warehouse, toutes les informations traitant le billet sont disponibles, que ce soit les champs système ou les champs personnalisés. Vous allez les retrouver dans votre Data Warehouse. Comme je disais tantôt, on a beaucoup d'articles de base de connaissances sur notre portail à nous. N'hésitez pas à aller les consulter. Si vous ne trouvez pas l'information, ouvrez une demande au support, puis ils vont se faire un plaisir de vous répondre. On a aussi dans les KB la structure du Data Warehouse. Je vous dirais que c'est très technique, là. C'est vraiment la structure, les relations d'une table à l'autre, etc. Mais sachez que ce que vous voyez dans le billet, que ce soit système ou perso, c'est là, de base. Même chose au niveau de votre CMDB. On avait-tu une autre question? Excuse-moi, je suis rendue. Non, ça fait le tour pour l'instant. Je rappelle que si jamais vous avez des questions qui vous popent suivant le webinaire d'aujourd'hui, bien, vous avez l'opportunité de la poser dans le webinaire du mois suivant. C'est pas parce qu'on a parlé d'SLA aujourd'hui qu'on ne prendra pas les questions qui vous viennent en tête pour ce webinaire-là. Fait que si jamais ça vous vient, si jamais en prenant votre douche, vous avez une question sur le Data Warehouse, on ne sait jamais, ça va être le moment de la saisir pour ce webinaire-là. Sur ce, on est à l'heure. Je vous remercie, Martine, Éric, pour votre temps, pour votre dédication, pour votre expertise, comme toujours. Et merci à tout le monde de s'être inscrit, d'être venu passer cette heure-là avec nous aujourd'hui. On se revoit le dernier mercredi du mois d'avril à 11h. Puis en attendant, restez connectés. N'hésitez pas à nous poser vos questions pour le prochain. Vous allez avoir un panel d'analystes. Donc, tous les questions, on est preneurs. Il y avait des questions aussi de d'autres webinaires qui nous avaient été soumis lors des sondages. Fait qu'on va les inclure aussi. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bye bye.